Bonjour et bienvenue dans cette édition de podcast. Depuis un certain temps, nous vous plongeons dans l'histoire de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Ces pays d'Afrique centrale remplis des minéraux, remplis de richesses diversifiées, surtout au niveau de son sous-sol, attirent de la convoitise. Mais cette convoitise ne s'arrête pas seulement à, à ce qui s'est fait pour pouvoir soutirer les minéraux, mais ça s'est traduit également par des milliers de morts au milieu du peuple congolais. Nous sommes à plus de 10 millions de nos compatriotes déjà tués, avec 500 000 femmes violées, sans compter le nombre d'enfants qui, au jour le jour, se font recruter de force pour intégrer des groupes armés, des milliers de groupes armés qui sont créés, soutenus par le gouvernement du Rwanda et celui de l'Ouganda. Ça fait presque 30 ans que le Congo paye le prix du martyr simplement à cause des minéraux et de toutes ces richesses. Tous ces temps que nous partageons ne sont pas des moments anodins, c'est des moments qui vous permettent à vous qui n'avez pas peut-être le temps de lire tous les ouvrages que nous partageons ici, ou peut-être de moyens de pouvoir vous en procurer. Nous vous partageons ces histoires pour vous éveiller, pour vous faire prendre conscience de la responsabilité qui est la vôtre dans cette lutte que nous devons mener tous en tant que peuple indépendant pour arriver à libérer notre pays de cette oppression, mais et surtout de pouvoir profiter de nos richesses qui nous appartiennent à nous. Congo, un grand pays avec autant de richesses, mais le Congo fait également partie des pays avec plus de personnes atteintes de beaucoup de maladies et le Congo fait partie également des pays les plus affamés au monde, mais surtout les pays sous-développés dans le monde. Tout ce que nous avons normalement à ces stades de l'indépendance de notre pays, je dirais plusieurs années plus tard, on devrait être parmi les pays les plus développés au monde. Compter sur des partenariats tels que avec les Américains, avec les Européens, les Occidentaux, c'est faire rouler de la farine et surtout de l'hypocrisie qui est prônée dans ces genres de partenariats ne nous profitera jamais. Nous allons devoir nous battre pour pouvoir relever plusieurs défis, mais ça commence par la connaissance, ça commence par la quête de la connaissance, savoir ce qui s'est réellement passé, où nous en sommes et où nous voulons aller, quels sont les moyens dont que nous devons nous procurer pour pouvoir atteindre nos objectifs. Comme je l'ai dit, je le réitère, arrêtons de croire que la paix dans notre pays qui est victime de la guerre depuis plusieurs années sera le fruit des partenariats avec les Américains, les Européens ou les Occidentaux en général. La paix sera seulement et exclusivement le fruit de nos efforts mutuels consentis en tant que peuple parce que nous sommes les seuls à être victimes de cette situation. Nous sommes les seuls à comprendre ce qui se passe réellement et à subir cette douleur dans notre corps. Alors cette douleur doit se traduire par une détermination ardue de notre part pour pouvoir ramener la paix qui nous sera à la longue profitable. Les Lumumba sont partis, les Mobutu également sont partis dans des conditions critiques parce que Mobutu a justement servi ses Occidentaux, mais quand son air avait sonné, quand son glas avait sonné, Mobutu était désavoué, était vomi et s'est retrouvé finalement seul dans sa maladie, meurtri. Il a ainsi abandonné la capitale. Et le Congo devient aujourd'hui un champ de bataille pour tous ceux qui se prétendent être de puissance mondiale ou de multinationales, ainsi de suite. Mais toi et moi, en tant que Congolais, nous sommes appelés à prendre conscience de la situation, à pouvoir nous munir des armes qui nous est appropriées, chacun en ce qui les concerne, afin de pouvoir nous mettre au travail pour libérer notre pays. La main qui reçoit est toujours en dessous de celle qui donne. Nous ne devons pas continuer à attendre à ce que les gens nous donnent parce qu'en réalité, ce que ces gens prétendent nous donner est en réalité et en vérité les fruits de ce qui ressort de nos sangs qui coulent dans la partie est de notre pays. Pour ceux qui ne savent pas, le Congo est en guerre pendant 30 ans désormais, si on doit le dire comme ça, parce que tout est parti de la guerre entre le peuple rwandais au Rwanda en 1994, quand ces gens s'entretuaient entre eux. Mobutu était le président du Zaïre. Mobutu a reçu la demande de la communauté internationale, notamment les Nations Unies, de pouvoir ouvrir les portes du Zaïre. Les portes du Zaïre dans la partie est du Zaïre qui sont... Donc, cette partie est frontalière au Rwanda, à l'Ouganda et au Burundi en même temps, mais un peu aussi à la Tanzanie. Bref,
Mobutu a accepté parce que c'était une situation compliquée pour les Rwandais. Mais Mobutu, en acceptant, il ne savait pas qu'il était déjà vomi par les Américains, qu'il a servi pendant 32 ans à la tête du Zaïre. Mobutu les a reçus, les a installés dans cette partie du Kivu. Aujourd'hui, ces gens-là, Tutsi, Hutu, certains ont pris des armes contre notre pays avec l'appui de leur président parce que le vrai plan qui a été là était celui de pouvoir déplacer une partie du peuple rwandais qu'on va appeler hasardement peuple génocidaire, des Hutus par exemple. On va les déplacer, mais parmi eux, on va incruster aussi des Tutsis qui viendront par la suite massacrer des Hutus dans les camps des déplacés, et les restes des Hutus qui seront dans les Kivu feront objet des chasses à l'homme de la part des Kagame. Et ce qui s'est fait depuis plusieurs années maintenant, il appelle ça FDLR, il appelle ça, je sais pas moi, différentes attributions en fait. Mais la vérité est telle que nous sommes les seuls à pouvoir sauver notre pays de cet opprobre, de cette humiliation. C'est comme ça que depuis un certain temps, nous partageons ces contenus afin d'éveiller davantage nos consciences en tant que peuple. Ne laissez pas ces contenus pour vous seuls. Quand vous l'avez au devant de vous, partagez avec votre entourage, avec vos enfants, et surtout prenez le temps de pouvoir partager l'histoire de notre pays à vos enfants pour les préparer à toute éventualité. Chacune des générations qui contiendront notre pays va devoir se battre pour le maintien de ces grands pays riches en tant que pays indépendants. Nous continuons avec la lecture où nous étions arrêtés la dernière fois. Il ne faut surtout pas toucher à Kagame, les bad guys que Washington a secrètement choisi pour gérer la RDC en lieu et place des Congolais. Tout a été mis en place pour que seul Laurent Désiré Kabila endosse la responsabilité des horreurs et de leur véritable auteur. Mais refusant de céder aux nombreuses pressions occidentales et au contrôle de son pays par des Tutsis rwandais qui occupaient déjà plusieurs postes stratégiques dans l'appareil de l'État, Laurent Désiré Kabila prend la décision lourde des conséquences de les renvoyer chez eux. En quelques jours, il devient, d'après les médias occidentaux, un dictateur, un criminel de guerre et un traître à la démocratie, etc. Ce qui est surprenant, c'est que des Tutsis qui se disaient congolais et qui occupaient presque naturellement des très hautes fonctions au sein du régime de Laurent Désiré Kabila et dans l'appareil de l'État prennent délibérément le parti de retourner au Rwanda. Laurent Désiré Kabila comprend alors qu'il n'a peut-être pas eu tort de crever l'abcès. Croyant pouvoir convaincre l'attitude agressive, convaincre les Occidentaux de sa bonne foi en montrant l'attitude agressive et déloyale des Tutsis venus du Rwanda, il se heurte plutôt à leurs défenseurs. C'est évident. En discutant avec les Occidentaux, nous nous sommes rendus compte que le peuple congolais était absent des préoccupations de ceux qui disent défendre les droits humains. Le calvaire des Congolais ne compte pas du tout. On se soucie davantage des agresseurs, des tueurs et des sanguinaires que tout le monde connaît d'ailleurs. Conclusion. Les Congolais n'ont pas le droit de se défendre car s'ils se défendent, on dira qu'ils tuent les Tutsis. C'est encore le cas aujourd'hui. Il faudrait peut-être que le peuple congolais ne cherche pas à se défendre car chaque geste qu'il oserait porter en direction de l'ennemi risque d'être considéré comme une tentative de génocide. J'ai écouté avec consternation ces genres d'abominations. C'est une injustice insupportable. Je dois vous avouer que notre lutte doit continuer. C'est la conclusion à laquelle ma délégation et moi-même sommes arrivés. Après avoir rencontré d'éminentes personnalités en Belgique, on a osé nous dire que le Congolais aurait identifié un ennemi dans une tribu. Une tribu rwandaise, pas congolaise. Lorsque nous avons demandé de quelle tribu il s'agissait, on nous a dit qu'il s'agissait de la tribu Tutsi. Il est pourtant des notoriétés publiques que l'armée rwandaise et burundaise sont mono-ethniques.
Lorsque l'armée rwandaise est venue au Congo, nous n'avons vu que des Tutsis dans cette armée. Alors si le peuple congolais se défend contre des Tutsis armés, on dira que les Congolais veulent exterminer des Tutsis. Dans ces cas, que faudrait-il alors faire? Faudrait-il se laisser liquider le peuple congolais physiquement ou les laisser nous asservir comme ils l'ont fait chez eux avec la majorité de Hutus? Pendant que les médias occidentaux se déchaînent contre le président Laurent Désiré Kabila, l'armée Tutsi de Paul Kagame crée une nouvelle rébellion dans le but d'occuper à nouveau l'est de la RDC et renverser cette fois le président Laurent Désiré Kabila. Les États-Unis réagissent timidement à cette nouvelle agression des troupes de Kagame en RDC. Et pour cause, 2 espions britanniques sont arrêtés aux abords de l'aéroport de Ndolo à Kinshasa. Ils sont accusés de préparer l'arrivée des rebelles. Ils sont ensuite remis à l'ambassade de la Grande-Bretagne à Kinshasa. Interrogé, l'ambassadeur britannique s'est contente de répondre qu'il s'agit des membres de l'ambassade venus voir comment on pourrait procéder à l'évacuation des étrangers au cas où surviendrait une attaque dans Kinshasa. Comment ils le savent? Parce qu'ils sont en train de préparer l'attaque eux-mêmes. À la même époque, 3 missionnaires blancs américains, cette fois, sont appréhendés à Lubumbashi, porteurs des fusils d'assaut avec balles explosives. Dans les sous-sols de leur maison d'habitation, protégées par un système électrique, sont trouvées des jumelles infrarouges, des visions nocturnes, des armes et des lunettes de tir de précision, les tout portant l'inscription US Army. Selon les éléments de la garde rapprochée de Laurent Désiré Kabila, il s'agit des commandos envoyés par des forces spéciales américaines pour abattre le président congolais. Interrogé sur l'identité de ces individus, l'ambassadeur des États-Unis à Kinshasa, M. William Lassie Schwing, dira qu'ils sont des missionnaires venus faire du tourisme à titre privé. Questionné sur le fait qu'il détenait des armes d'assaut des gros calibres, il répond que ces armes leur servaient à abattre du gibier pour se nourrir. Se prenait-il pour des pygmées vivant de la chasse en RDC? En général, les touristes américains à l'étranger ont leur devise pour se nourrir et n'ont pas à chasser pour se procurer leur nourriture. Par peur qu'ils attrapent variole qu'ils ont créé eux-mêmes, monkeypox qu'ils ont créé, coronavirus qu'ils ont créé, choléra, Ebola qu'ils ont créé. À moins que les gibiers qu'ils traquaient ne fût plutôt le président congolais. Il est incontestable que Laurent Désiré Kabila se savait désormais en danger. Son proche conseiller Kabissa Boniface explique: lorsque, attaqué de toutes parts, le président Laurent Désiré Kabila arrive à Bruxelles en 1998, au moment de rencontrer les parlementaires belges puis le roi, je m'empresse de récupérer son manteau. Je crains surtout qu'il soit mis entre les mains suspectes et lui soit rendu imbibé des substances toxiques et dangereuses. Certains membres du protocole n'ont pas apprécié mon attitude et vont tenter de me persuader de leur remettre les manteaux du président Kabila. C'est que je refuse avec fermeté, mais le président a observé la scène. À la fin de la rencontre, il vient reprendre son manteau et me demande en souriant: c'est quoi cette guerre du manteau que tu as engagée avec tant de détermination? Je lui exprime mes craintes vu les contextes de sa visite. Il me dit d'un air plus sérieux: enlevez vos lunettes. Vous êtes bien naïf. Vous croyez que j'ai encore 3 ou 4 ans à vivre? Ils ne me laisseront pas vivre. Ils me demandent des choses que je ne peux pas donner. Mon pays n'est pas à vendre. Moi non plus. Les gens comme moi, ils les tuent. Vous comprenez?
Vous croyez que je suis venu ici pourquoi? C'est ici qu'il y a la guerre contre la RDC. C'est l'Occident qui nous fait la guerre. Il faut qu'il y ait beaucoup de Kabila. On va les tuer les uns après les autres, mais nous finirons par gagner et notre pays vivra enfin libre. Ça, ce sont les mots déclarés par Laurent Désiré Kabila à son proche collaborateur. On va les tuer les uns après les autres, mais nous finirons par gagner. Et notre pays vivra enfin libre. Ce n'est pas encore le cas. Le président s'est isolé avec moi et j'avais les larmes aux yeux en l'écoutant. Ce n'est qu'après que j'ai compris qu'il m'ait livré en quelque sorte un bout de son testament sur notre pays. Ainsi, face aux menaces qui pèsent sur lui et devant les mensonges grossiers des représentants britanniques et américains à Kinshasa, l'envoyé spécial de Bill Clinton, Cynthia McNeil, nous confirme. J'ai effectué un voyage au mois de juin 1997 en RDC avec l'ambassadeur Bill Richardson pour soutenir le gouvernement de Laurent Désiré Kabila à la demande du président Clinton. J'ai par la suite eu plusieurs conversations directes avec le président Kabila qui m'a expliqué les difficultés auxquelles il était confronté, notamment avec le Rwanda et les pressions que l'Occident, dont les États-Unis, exerçaient sur lui et pas sur les agresseurs de son pays. Il ne voulait pas brader le Congo ni se soumettre au diktat des grandes puissances. J'ai pu également me rendre à Kigali et constater que non seulement le régime de Kagame en voulait à Laurent Désiré Kabila, mais qu'il s'est moqué éperdument de droits humains. En tant qu'envoyé spécial du président Clinton dans la région, les dysfonctionnements de la politique étrangère de mon pays dans cette Afrique des Grands Lacs étaient désormais visibles à l'œil nu et cela m'inquiétait beaucoup. Était-ce simplement des dysfonctionnements ou une réalité que l'on tentait de dissimuler? Pour ce qui me concerne, j'ai essayé d'attirer l'attention de notre secrétaire d'État, Madeleine Albright, mais son silence et son ambiguïté ont achevé de me convaincre. J'ai alors compris qu'en réalité, il y avait un autre agenda qui est celui que le gouvernement défendait ostensiblement devant les médias. En effet, Cynthia McNeil adresse le 30 novembre 1998 une lettre d'une page et demie à Madame Albright. Dans la lettre, elle lui dit « Je suis préoccupée par la guerre qui se déroule actuellement en RDC et par la menace qu'elle représente pour la stabilité de cette région des Grands Lacs. Je suis très inquiète de cette région des Grands Lacs. Je suis très inquiète par l'absence continue d'un engagement approprié de notre administration dans la gestion de cette guerre et ses implications pour l'Afrique et ses relations avec les États-Unis. Le prestige du président Clinton ainsi que la crédibilité des États-Unis sont en jeu. Je m'arrête là pour l'instant. On va revenir pour la suite à partir de demain. Ça vous pousse à ne pas manquer à être là. Vous comprenez clairement que c'est un complot international. Mais pour que nous puissions parvenir à la paix, comme Laurent Désiré l'avait prédit, ils vont tuer les uns les autres. Mais en fin de compte, nous serons les grands vainqueurs de cette guerre. Ceci doit se traduire en des termes simples. Arrêtons avec les tribalismes, arrêtons avec la discrimination en interne, arrêtons avec tout ce qui peut offrir, je dirais, de l'ascenseur ou des escaliers à nos ennemis de pouvoir monter et de prendre davantage de l'ampleur afin de nous diviser et de continuer à nous piller et à nous tuer. Nous devons de nous mettre ensemble comme un seul homme, comme un seul peuple, un peuple victime d'un génocide qui date d'il y a 30 ans et qui continue d'ailleurs, mais auquel le monde entier ferme les yeux carrément avec cette complicité de la communauté que vous appelez internationale, que moi j'appelle intercriminelle. Merci à tous d'avoir suivi. J'espère que cet extrait vous a boosté ou a boosté votre patriotisme. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de toutes ces informations. N'hésitez pas non plus à nous suggérer des ouvrages que nous allons devoir partager prochainement avec ceux qui en ont besoin.
Merci d'avoir suivi cette édition et à la prochaine.